la mère gronde l'enfant quand il se présente à elle dans cet état, elle va prendre plaisir à le déshabiller, à mettre ses vêtements en tas, à charger la machine à laver, à le frictionner et à l'installer tout grelottant devant le radiateur. J'ai été frustré quand mes enfants ont été en âge de faire leur lessive eux-mêmes. J'avais pourtant tout fait pour qu'ils lavent tout seuls leurs affaires et en même temps j'étais plein de regrets de ne plus pouvoir accomplir moi-même ce rituel. J'aimais au fond laver le linge sale de mes enfants. J'appartiens à une génération non enviable qui ne connaissait pas les couches jetables pour les bébés. Ma mère faisait des lessives gigantesques de couches en coton qui séchaient en ligne, claquant au vent comme autant de drapeaux blancs signalant le fond du jardin. Le lieu-dit où se trouvait l'étendoir courait le long d'une allée en pente. On l'appelait le linge. On allait au linge, on rejoignait ma mère au linge pour l'aider à plier les innombrables couches et ramener avec elle la panière remplie à ras-bord d'un linge qui, sec, tenait plus de place que le même mouillé. Ces allers et retours entre propre et sale, l'un et l'autre se succédant sans fin jusqu'à ce que le tissu usé se transforme en chiffon pour nettoyer les vitres, sont un mouvement naturel aussi gratifiant que peut être le spectacle des marées sur la côte atlantique. Stérile est la maison maintenue sans cesse dans une propreté qui se voudrait définitive. Cette propreté immobile, sans cesse entretenue, c'est la mort. Pour cette raison, je n'ai jamais eu de plaisir à entrer dans ces maisons où le visiteur est obligé de mettre des patins en feutre sous ses chaussures, ôtant toute majesté à son entrée et à sa circulation. La jouissance du propre est l'effet d'une propreté acquise et sans cesse reconquise par la saleté, et du plaisir que nous prenons à la perception de ce mouvement perpétuel. J'ai toujours eu beaucoup de mal à mettre au sale des vêtements ou serviettes ou draps qui ne manifestaient pas clairement qu'ils étaient à laver, soit par des taches repérables, soit par une odeur désagréable. Et laver du peu sale ou du presque propre est toujours une frustration. La mise en place d'un chantier n'est-elle pas l'organisation du désordre en vue de l'ordre? C'est plus facile au moment où il va falloir ranger une maison d'en accentuer préalablement le dérangement. Cela rend les gestes du rangement efficaces parce que visibles. Voir ce que l'on fait est une jouissance. Rendre clair le résultat d'une action la gratifie. Range ta chambre est une injonction féconde si la chambre est vraiment en désordre. Et les traces de saleté sur la peau d'un enfant qui a joué dans le jardin toute la journée donnent à la douche un parfum de rédemption grâce à cette eau noire qui s'engouffre dans le siphon. Le lavage est une métaphore, celle de la transformation du démon en ange. Et laver un corps propre, c'est la métaphore de l'impuissance. Quand j'avais fini d'aspirer la poussière dans ma chambre, il y avait la récompense sonore du bruit de l'enrouleur automatique du câble d'alimentation, aussitôt suivi du petit clac que faisait la prise de courant en cognant le carter de l'aspirateur. Il y avait le plaisir de la chambre rangée, de l'exacte, bien que provisoire, tension des bibelots entre eux. J'allumais toutes les lumières pour avoir le sentiment que ma chambre était l'une des salles d'un musée imaginaire. Ma préférence va aux lampes avec des abat-jours. La lumière à hauteur des yeux n'aveugle pas. Un cône de lumière dessine un cercle au plafond et à cause de la partie évasée, plus large, la lumière vers le bas éclaire les objets et les meubles. La lampe nue, au bout de son fil entortillé pendu au plafond, est un éclairage technique, un éclairage de cellier, qui donne, quand elle est accrochée dans une maison, au plafond du salon, un côté inachevé, un côté on vient d'emménager, un côté on n'est pas chez nous, on ne veut pas faire de travaux. L'inaccessibilité de cette ampoule nue au bout de son fil entortillé concourt sûrement à son oubli. Les ampoules nues que je trouvais belles étaient celles qui pendaient tous les 20 mètres
accrochés à la ligne électrique qui serpentait le long des tunnels du métro parisien. La basse tension qui les alimentait rendait visibles leurs filaments. La faible incandescence qui donnait une lumière orangée, la périodicité avec laquelle elles défilaient derrière les vitres de la rame donnaient un air de fête à ces tunnels noirs. J'étais dans un manège. Aujourd'hui, dans ces mêmes galeries, des néons plus économiques ont remplacé les ampoules à incandescence dont le caractère festif avait sûrement échappé à l'ingénieur du métropolitain. C'étaient ces mêmes ampoules qui étaient assemblées en guirlande dans le grand sapin de la place Godefroy-de-Bouillon à Nancy. C'était un vrai sapin, planté dans la terre, et depuis longtemps. Il était très haut et on pouvait donc le voir toute l'année. Mais à Noël, et seulement à Noël, les services techniques de la ville le paraient de guirlandes exclusivement constituées de ces ampoules blanches. Même si elles se fabriquent industriellement, ces ampoules de verre soufflé sont de beaux objets en voie de disparition. Si je les cache dans mon appartement en les masquant avec un abat-jour, je les assume dans la cave. Je les apprécie au-dessus de la porte des étables quand elles sont toutes encocodées de moucherons morts et de toiles d'araignée. Ces ampoules ont d'ailleurs été plus belles à l'origine quand les filaments étaient plus gros, l'incandescence plus visible, donnant à leur lumière des reflets dorés. Les élèves de classe de physique qui expérimentent l'électricité peuvent encore profiter de la beauté de cette incandescence grâce aux ampoules de laboratoire, aux gros filaments. Le changement de ces ampoules à barillet était une tâche délicate. Le fait d'être obligé d'emboîter les deux ergots dans la douille nécessitait de pousser à la fois fermement et délicatement sur la partie en verre soufflée de la lampe. La paume de ma main gardera longtemps le souvenir de la douceur du contact avec le galbe de cette bulle de verre. Un des autres plaisirs de l'ampoule à incandescence, c'est qu'elle dégage de la chaleur quand on s'en approche, faisant du visage une planète éclairée et chauffée par cet astre électrique. Un voyageur égaré a deux repères, l'étoile du berger dans le ciel, qui lui donne l'orientation, et au loin l'ampoule de la ferme isolée qui lui donne la perspective d'une présence humaine. Les insectes tournant comme des fous autour de l'ampoule renforcent cette métaphore de l'astre. Je m'amuse à souffler sur une grosse ampoule de 75 watts que je tiens dans ma main droite en y cachant la douille en laiton. Je mime que la partie en verre est une bulle de savon. Je simule comment celle-ci flotte doucement dans l'air, puis j'accélère le mouvement en soufflant dessus.